Justement, vous venez d'entendre Perrault, avoue à l'agent double qu'il jouait son patron, blablabla. On dit également, comment il a étranglé la mère de famille de Chambly, tout ça. Et Perrault croit aussi que le juge de la Cour supérieure a erré en autorisant la diffusion, donc, dans les médias de l'enregistrement audio-vidéo et ses aveux. Bref, on l'a trouvé arrogant. On dit que le juge également avait peut-être déjà, était pas objectif. Alors, Maître Stéphane Baudouin et Alain Perrault, qui portent la cause en appel. Êtes-vous vraiment surpris? Pas vraiment. Pas vraiment. Drôle d'histoire, mais ça se poursuit. Et je me mets encore une fois dans la peau des proches de Lynn Mascotte parce que tu te dis, ça va-tu se finir à un moment donné, cette affaire-là? Il y a eu quoi? Il s'est passé 6-7 années où on n'a pas encore retrouvé le corps. Jusqu'à quel point tu fais ton deuil, je le sais pas. Et moi, ça m'est pas arrivé, mais quand tu parles avec des gens qui, justement, ont passé un peu à travers ces épreuves-là, quand tu as le corps, au moins, tu peux faire un deuil, tu peux te recueillir, puis vous connaissez le processus. Quand tu n'as pas le corps, là, on sait qu'elle est morte, mais il y a des disparitions, comme la petite surprenant, puis j'ai eu quand même son père à plusieurs reprises en entrevue. Tu dis, est-ce qu'elle est décédée? Es-tu à 3 rues de chez nous? Es-tu à Sherbrooke? Es-tu à Rimouski? Es-tu en Australie? Il arrive quoi? Es-tu enterré dans le bois? Tu le sais pas. Alors, c'est ça le problème. Prochain dossier, 20h14, c'est un habitué maintenant, on peut vous le présenter comme ça de l'émission. Vous savez qu'en Libye, c'est pas parce qu'on en parle moins que ça continue, que ça ne continue pas et que ça ne brasse pas. De plus en plus, Kadhafi est encadré, encerclé. Barack Obama, président des États-Unis, qui commence tranquillement à lever le ton. Et pour comprendre un peu et analyser la situation, professeur, entre autres, au département, à l'Université de Sherbrooke. Il a été professeur également ici à l'Université Laval. Et je vous dis, son titre est assez long. L'important, c'est que de vous le présenter. Monsieur Brahim Saidi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Monsieur Saidi, au moment où l'on se parle, la situation de Kadhafi, il se passe quoi? Pour Kadhafi, sa marge de manœuvre est complètement réduite, que ce soit sur le plan politique ou militaire. Sur le plan politique, il y a une pression internationale pour demander à Kadhafi de quitter immédiatement le pouvoir. Sur le plan militaire, les rebelles ne cessent pas de gagner le terrain et donc ne contrôlent pratiquement que 25% du territoire parce que les rebelles maintenant avancent. Et c'est une vraie bataille sur le terrain. On pourrait même parler d'une guerre civile parce que moi, depuis le début de cette crise-là, j'ai toujours évité le basculement de ce pays-là vers la guerre civile compte tenu de la décision des tribus de lâcher Kadhafi et de soutenir les manifestants et les rebelles. Ça, c'est une variable extrêmement importante dans une société tribale où il n'y a pas des partis politiques, des syndicats, d'une société civile qui pourrait remplir le vide. Mais depuis une semaine, moi, j'opte pour ce scénario-là de la guerre civile parce qu'effectivement, il y a une confrontation armée entre deux forces armées, les forces pro-Kadhafi et les rebelles à l'intérieur d'un État pour contrôler le pouvoir politique. Bon, et là, on a entendu parler, il y a eu de certaines rumeurs à l'effet que Kadhafi proposerait peut-être aux gens qui s'opposent à lui de se retirer, d'essayer de négocier son départ. Les gens ont refusé parce que, premièrement, ce serait une trop belle façon de s'en tirer. Cette information-là, est-ce qu'elle est juste ou pas du tout? Non, ça c'est juste là. Effectivement, l'opposition a bel et bien confirmé que Kadhafi a envoyé un émissaire au chef de l'opposition pour négocier la possibilité de son départ. Au-delà de ça, à mon avis, il y a deux scénarios pour Kadhafi. Le premier scénario qui peut être là envisageable, sa décision de quitter, de mettre fin à sa présence au pouvoir, et dans ce cas-là, la question qui se pose là, on va savoir, il est obligé de quitter le pays, et la question à ce niveau-là, le pays qui va l'accueillir, et le pays qui va l'accueillir, ce n'est pas tout à fait clair parce que la présence de Kadhafi sur le sol d'un pays X, on pense toujours au Venezuela ou à la Serbie, pose plusieurs problèmes parce que le pays qui va l'accueillir doit prendre en considération les conséquences politiques de sa présence sur son sol-là parce qu'il est exposé à des poursuites judiciaires de la part de la Cour pénale internationale.
Donc, il y a ce scénario-là parce qu'il y a des pressions internationales. Et aussi, ça marche la pression exercée de l'intérieur en raison des avancées militaires réalisées par les rebelles sur le terrain. Deuxième scénario, c'est la possibilité de l'application d'une zone d'interdiction aérienne. Depuis 2 jours, notamment la décision de Washington, on comprend très bien que cette idée-là de l'établissement d'une zone d'interdiction aérienne semble gagner plusieurs partisans. Et qu'est-ce que c'est une zone d'interdiction aérienne? C'est finalement, de point de vue militaire, c'est un acte de guerre qui va interdire à un pays souverain l'usage de son espace aérien. Ça, c'est une mesure extrêmement importante, efficace et prioritaire pour empêcher les forces pro-Kadhafi de faire recours à l'aviation militaire pour bombarder les civils. Et cela va aider grandement les rebelles qui apparaissent privés d'une défense antiaérienne, parce que sur le terrain, il y a maintenant une guerre civile, mais l'avantage militaire que détiennent les forces pro-Kadhafi, c'est l'aviation militaire. Et l'aviation militaire provoque des massacres pour la population civile. Et il y a une tendance au niveau international pour recourir à l'établissement d'une zone d'interdiction aérienne. Mais à ce niveau-là, il y a 2 conditions. D'abord, il faut une résolution adoptée à l'unanimité de la part du Conseil de sécurité. Deuxième chose, il faut confier l'application de cette résolution à un État ou une organisation internationale. Et aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que l'OTAN pourrait accepter cette responsabilité de l'établissement d'une zone d'interdiction aérienne, mais à 3 conditions. Il exige, l'OTAN, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique, exige le besoin d'une véritable intervention, une base légale et soutien régional ferme. Qu'est-ce que c'est ça, ces conditions-là? D'abord, le besoin d'une intervention véritable, c'est-à-dire si l'OTAN décide d'intervenir, il doit intervenir pour faire le boulot comme il doit. La dernière fois qu'on s'était parlé, M. Saïdi, parmi les scénarios évoqués, vous aviez parlé de celui de l'assassinat de la part d'un proche. Est-ce qu'on peut penser qu'au moment où l'on se parle, ce scénario-là serait peut-être écarté? Non, on ne peut pas l'écarter parce que ça c'est vrai là. On ne peut pas écarter ce scénario-là parce que jusqu'à maintenant, on comprend très bien que l'entourage, et lorsqu'on parle de l'entourage de Kadhafi, c'est essentiellement ces fils-là. Son entourage est formé par ses fils et par certains militaires et politiciens. Il doit avoir une sécurité incroyablement accrue, là. Oui, il y a une sécurité, mais il y a toujours cette possibilité-là parce que les gens qui font partie de ce qu'on appelle la garde révolutionnaire, dirigée par ses fils, ce sont des gens des peuples, des peuples libyens qui, à un moment donné, ne peuvent pas supporter le massacre contre la population civile. Et peut-être là, ça c'est un scénario à ne pas écarter et on pourrait assister à un tel scénario, mais le Kadhafi va toujours prendre en considération qu'il y a peut-être quelqu'un de son entourage qui va tourner contre lui. Mais ça, moi je ne l'écarte pas. Mais compte tenu de l'évolution de la situation politique là, on comprend depuis 2 jours que peut-être Kadhafi là va accepter l'idée de quitter le pouvoir et aller se réfugier à l'extérieur. Monsieur Saïdi, moi, ce que je voulais savoir également de votre part, lorsqu'on parle de l'ONU et des États-Unis, par la bouche de Barack Obama, c'est quoi votre analyse par rapport aux déclarations de Barack Obama, des prises de position, du fait qu'il aurait peut-être élevé le ton au cours des derniers jours? Est-ce qu'il gère bien ce dossier-là ou, selon vous, il manque peut-être un peu d'agressivité?
C'est pas question d'agressivité parce que le Libye, ce n'est pas la Tunisie n'est pas l'Égypte. La réaction, la politique américaine vis-à-vis le Moyen-Orient est déterminée par ses propres intérêts. C'est vrai que sur le plan géopolitique et stratégique, la Libye n'a pas la même valeur que l'Égypte parce que l'Égypte a signé un accord de paix avec Israël en 1979. L'accord de Camp David est le pays qui partage des frontières avec Israël et le pays qui a livré 4 guerres contre Israël, la guerre de 48, 56, 67, 73, et aussi le pays qui contrôle le canal du Suez. Et donc, il y a toujours des facteurs stratégiques importants vis-à-vis la politique américaine. Mais dans le cas de la Libye, la situation est complètement différente. Le point fort sur le plan géopolitique de la Libye, c'est le fait que le pays est un producteur de pétrole et la perturbation de la production libyenne a impacté d'une façon directe la formation des prix des barils de pétrole. Et aussi, c'est un pays qui détient une façade maritime sur la Méditerranée de 1800 km², plus proche de l'Italie, de Malte et aussi des pays européens ayant une façade méditerranéenne, notamment la France, l'Espagne. Et aussi, il y a un autre point en Méditerranée, il y a la 6e flotte américaine stationnée dans la région. Mais pour toutes ces raisons-là, les Américains prennent tout ça en considération, mais ils ne veulent pas risquer d'intervenir militairement pour plusieurs choses. Là, d'abord, compte tenu de l'ensemble des histoires des interventions américaines dans la région, que ce soit en Irak en 2003, en Afghanistan, et l'opinion publique arabe a développé une sorte d'hostilité vis-à-vis toutes les interventions étrangères. Donc, il y a ce facteur-là. Deuxième chose, si les États-Unis décident d'intervenir, ils veulent intervenir dans un cadre de légalité et de légitimité internationale. Qu'est-ce que c'est légalité et légitimité internationale? C'est-à-dire une intervention qui respecte le droit international et intervention qui est légitimée par une résolution du Conseil de sécurité. Okay. Et c'est ça ce qu'il dit aussi l'OTAN. L'OTAN n'écarte pas de ces schémas de penser d'intervenir pour l'établissement d'une zone d'interdiction aérienne, mais à condition d'une résolution adoptée par le Conseil de sécurité pour convaincre l'opinion publique arabe et internationale de la légitimité de cette intervention. Dites-moi, Monsieur Saïdi, en terminant, je veux juste qu'on parle de l'Égypte rapidement parce que on sait très bien maintenant que c'est les hauts gradés de l'armée qui ont un peu le sort du pays entre leurs mains. On en parle un peu moins, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas des avancées là-bas. Au moment où l'on se parle, les dernières nouvelles que vous avez rapidement sur l'Égypte, ça ressemble à quoi? Ça s'est calmé à tout le moins, là? Ça ressemble, oui, effectivement, là, pour moi, l'Égypte se trouve effectivement dans une période de transition démocratique. Okay. Malgré que le pays maintenant est gouverné par les militaires, cela ne signifie pas que les militaires vont confisquer le pouvoir. Au moins pour 3 raisons. La première raison que les jeunes et la population égyptienne qui a fait la révolte n'a pas l'envie de retomber dans un régime dictatorial ou dans un régime militaire ou dans une sorte de démocratie contrôlée par les militaires. Deuxième raison, que l'institution militaire qui a refusé de tirer sur les manifestants pendant les jours de la révolution et de la révolte populaire a intérêt de gagner sa crédibilité et de continuer à édifier une bonne relation entre l'armée et la société. Troisième chose, que les militaires n'ont pas intérêt de continuer à contrôler la sphère politique parce que l'Égypte se trouve dans un environnement stratégique hostile. Et c'est dans leur intérêt, les militaires, de ne pas contrôler la vie politique, c'est-à-dire concentrer leur mission
faire des activités professionnelles pour faire face à toutes les menaces qui pèsent sur l'Égypte, parce que les relations avec Israël, malgré qu'il y a un accord de paix, demeurent difficiles. Il y a aussi l'émergence de l'Iran en tant qu'un nouveau gardien de la sécurité dans la région. Donc, la région, sur le plan géopolitique, n'est pas stable. Et c'est dans l'intérêt des militaires de continuer à concentrer leurs activités sur des missions professionnelles. Mais au-delà de ça, l'Égypte se trouve dans une période de transition démocratique et est en train d'édifier sa propre démocratie. La preuve que le processus est en cours, ça va prendre encore du temps parce que l'évolution vers la démocratie, ça va pas se produire des jours de lendemain, ça va prendre du temps, mais maintenant il y a un gouvernement qui a gagné la satisfaction des manifestants qui ont provoqué la révolte et aussi de l'ensemble des composantes politiques égyptiennes. Deuxième chose, il y aura un amendement constitutionnel d'ici quelques jours, et cet amendement constitutionnel va permettre à l'Égypte de se doter d'une constitution démocratique, et peu à peu le pays va établir sa propre démocratie. Donc on assiste à l'émergence d'une démocratie, et si les Égyptiens finalement arrivent à établir cette vraie démocratie, cela va impacter directement l'ensemble des rapports interétatiques, c'est-à-dire tous les pays de la région seront appelés à manifester des ouvertures sur les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, le roi Mohammed VI au Maroc, de son côté, dans un discours il y a quelques heures, a proposé à la nation marocaine un nouveau amendement constitutionnel qui va affermir la séparation entre les pouvoirs et l'évolution démocratique dans lequel se trouve le Maroc. Donc il y a ce processus-là, et c'est un processus irréversible. Ben, Monsieur Saïdi, c'est toujours le fun de vous parler. On voit que vous connaissez ça et que vous êtes au courant des dernières nouvelles. Toujours un plaisir, et on se reparle bientôt. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Brahim Saïdi, est-ce qu'il connaît ça, lui? C'est incroyable, hein? Entre autres, l'Université Laval, Institut québécois des hautes études internationales, pavillon Charles de Coninck. Et aussi PhD, bref, la totale. Le monsieur est un crack en ce qui concerne les nouvelles internationales, et on va lui reparler régulièrement parce que ça n'a pas fini de brasser là-bas. On a eu, en plus de ce qui se passe avec Kadhafi en Libye, des nouvelles également de l'Égypte. Ça se poursuit du côté de Québec au Colisée. Il y a 6 minutes à jouer en deuxième période. C'est 3-2. Alors, les Remparts qui s'accrochent toujours à une maigre avance de 1 but. Donc, 3-2 pour les Remparts. Et après la pause, des petites nouvelles également. On vous donnera les résultats à jour de la Ligue nationale de hockey. Puis si vous voulez être là, nous parler, ben on sera là. Moreau en jazz. What the hell kind of nonsense is going on down here? Radio X. Radio X. Capsule événement. Radio X présente Capsule événement. Vendredi et samedi, c'est le Snowcross de Lévis Ski-Doo TY Moteur. Ça se passe au centre des congrès et d'exposition de Lévis, où on a aménagé des pistes spécialement pour l'occasion et pour vous donner des frissons. Le Snowcross de Lévis TY Moteur vendredi et samedi. Pour info, 88 255 0979 et snowcrossdelévis.com. Présentation de la ville de Lévis, Lévis Chrysler et célébration Lévis 2011. Un petit signe que le printemps va finir par arriver bientôt. Le salon expert chasse, pêche, camping et salon du bateau, ça se passe de vendredi à dimanche au centre de foire d'Expo Cité. Plus de 225 exposants, une foule d'activités, conférences, pêche à la truite, tir à l'arc, journée de la famille et plus encore. Le salon expert chasse, pêche, camping et salon du bateau toute la fin de semaine au centre de foire d'Expo Cité. Une invitation de Radio X. L'homme est un être social qui doit partager avec ses proches, mais pas partager une salle de bain.